Oui, il y a eu l'exposition de 1994-95, Nantes, le rêve d'une ville, qui était une exposition qui voulait faire le point sur ce mythe de Nantes surréaliste, hein. On avait le musée des Beaux-Arts et la bibliothèque avaient depuis pas mal d'années le projet de faire un point, un dossier. Et cette exposition de 95 a été plus qu'un point et un dossier, est devenue une exposition d'une assez grande ampleur qui se tenait à la fois à la médiathèque et au musée des Beaux-Arts. Donc ça a été l'occasion de redécouvrir les surréalistes nantais d'origine, et notamment de découvrir même certains d'entre eux qui étaient assez peu connus, comme Claude Cahun, la photographe, essayiste et poète surréaliste, et également Jacques Viaud, aventurier, cinéaste, par exemple. Et du coup, vous avez récolté énormément d'œuvres qui sont en fait revenues ponctuellement, que du coup vous avez gardées, enfin qui sont dans le patrimoine nantais. Tout à fait. En fait, l'exposition a été l'occasion de 95, a été l'occasion de pas mal de rencontres avec la famille des poètes, leurs ayants droit. Et certains d'entre eux, suite à cette exposition, ont décidé, par exemple, de faire des donations, notamment à la bibliothèque municipale de Nantes. La fille de Jean Sarment, Jacqueline Sarment, à la suite de cette exposition de 95, a remis une quantité très importante de documents conservés par son père, qui était l'ami d'enfance de lycée de Jacques Vacher, cette figure fondatrice et tutélaire du groupe surréaliste, du mouvement surréaliste. Oui, voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de En route mauvaise troupe, cette expo qui est présente à la médiathèque? Donc En route mauvaise troupe, le titre justement est emprunté à une revue potachique créée au lycée Clémenceau par le dénommé Jacques Vacher et également par Jean Sarment. On pourrait citer aussi Eugène Hublet, voilà, et Pierre Bisserier. Donc, qu'on appelait le groupe des Sars. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le groupe des Sars, ainsi nommé par eux-mêmes. Donc ce groupe, il a fondé une revue au lycée Clémenceau, une revue qui s'appelait En route mauvaise troupe et qui a fait, on peut dire, scandale. On pourrait même dire que c'est le premier scandale pré-surréaliste, puisqu'il contenait notamment un éloge de l'antimilitarisme et un texte qui prenait des positions anarchistes. Donc ça crée pas mal de désordre au sein du lycée Clémenceau, notamment auprès des élèves en préparation pour Saint-Cyr. De ce livre, Jacques Baron, L'enfant perdu du surréalisme, qui est en fait le numéro 5 de la nouvelle revue nantaise, édité donc par vous en rédacteur en chef. Donc c'est les amis de la bibliothèque municipale de Nantes. Et en fait, c'est une publication qui sort en fonction d'une certaine actualité, c'est ça ? Tout à fait, il y a eu plusieurs numéros. Le numéro qui précédait celui consacré à Jacques Baron était justement consacré au groupe des Sars, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ces numéros de la nouvelle revue nantaise, ces différentes livraisons, elles sont liées aux fonds patrimoniaux de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'une bonne partie des textes que nous reproduisons dans ces ouvrages sont conservés à la bibliothèque municipale, font partie des fonds de la bibliothèque municipale. Et donc la vocation de la nouvelle revue nantaise, c'est un petit peu d'éditer et de faire connaître ces fonds. Et en l'occurrence, pour le numéro consacré à Jacques Baron, nous avons aussi exploité d'autres fonds d'archives qui sont ceux de la bibliothèque Morisset de l'Université d'Ottawa, où pendant 6 mois, je suis allé travailler
sur les archives de Jacques Baron. Jacques Baron, donc poète nantais d'adoption, ouais. voilà, qui avait donc cédé à l'université d'Ottawa ses archives dans les années 70. Et ces archives n'avaient jamais été exploitées. Et donc elles étaient d'une grande richesse, puisqu'on y trouvait aussi bien des correspondances de Louis Aragon que d'André Breton, Robert Desnos, une correspondance que Jacques Baron avait eue avec l'ensemble des membres du groupe surréaliste. Et également se trouvait un certain nombre de textes inédits, de poèmes automatiques, de poèmes dada, et également quelques textes qui pouvaient aussi évoquer son parcours maritime à travers les mers, et même un texte consacré à Jacques Vacher, et un autre qui prend Nantes comme décor. Et oui, il était appelé par ses pairs comme le Rimbaud du surréalisme. Et il était très attaché à Jacques Vacher, en fait, c'est ça? Tout à fait. Il a rejoint très jeune le groupe surréaliste, c'est-à-dire qu'il a rejoint le groupe alors qu'il n'a que 16 ans. Et donc, évidemment, ce côté juvénile fait de lui un Rimbaud. Donc, on peut dire que les surréalistes ont beaucoup misé d'espoir dans ce jeune homme. Et évidemment, Jacques Baron, comme la plupart des membres du groupe surréaliste, a été fasciné par la figure de Jacques Vacher. Il faut dire que Vacher est une sorte de figure totem du groupe, et que c'est Philippe Soupeau, si je ne m'abuse, qui dit ça. L'ensemble des membres du groupe connaissaient presque par cœur les lettres de guerre que Jacques Vacher avait pu envoyer à André Breton durant la Première Guerre mondiale. Et du coup, de Nantes, vraiment, et le surréalisme, sachant qu'André Breton disait... Nantes, peut-être avec Paris, la seule ville en France où j'ai l'impression que peut m'arriver quelque chose qui en vaut la peine. Nantes, d'où peuvent encore me venir des amis. Donc Jacques Vacher, Claude Cahun, Benjamin Perret, Jacques Baron, Jacques Viaud et Pierre Roy, et je pense que j'en oublie. Des grands noms du surréalisme, tous attachés, soit natifs, soit d'adoption, à cette ville que Breton désignait aussi dans une carte destinée à Julien Gracq. Nantes, nous sommes tous à la fois ensemble et séparément. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ancrage historique surréaliste qui existe à Nantes et des liens particuliers entre la ville et ce mouvement? Oui, donc on peut dire que Nantes n'est pas une ville surréaliste, mais c'est une ville qui a en quelque sorte fourni une grande partie des troupes surréalistes dans les années 20. Et surtout, c'est à Nantes qu'a eu lieu un fait précipice, c'est-à-dire la rencontre d'André Breton et de Jacques Vacher. André Breton, lorsqu'il arrive à Nantes, il est mobilisé comme interne. Il fait la connaissance d'un